Bienvenue dans cette séance mensuelle des clés du réajustement, 30 minutes par personne pour comprendre le pourquoi et surtout pour amorcer le comment. C'est vrai que j'aime bien cette phrase parce que quand on veut faire émerger des solutions, quand on essaye de passer à l'action, eh bien, il faut déjà comprendre pourquoi on en est là, comprendre la situation. Et c'est ce que je vous propose un petit peu dans ces séances flash, c'est d'aller explorer ce qui se joue en ce moment pour vous et d'amorcer le comment. Parce que ce que vous vivez, eh bien, c'est cohérent et on va aller l'explorer via l'astrologie, via les clés métaphoriques, ce qui va nous permettre un peu de décrypter les forces symboliques qui structurent l'expérience que vous êtes en train de vivre, via la lecture énergétique et l'approche herbaliste si besoin il y a, pour comprendre votre corps, votre environnement et comment tout ça interagit avec votre situation. Et bien évidemment, un petit peu de coaching stratégique, c'est-à-dire d'aller relier les prises de conscience à des intentions claires et mesurables, et tout ça en 30 minutes. C'est vraiment un ciblage express. Vous nommez la problématique qui vous concerne en ce moment, votre problématique clé. On fait un petit scan de l'existant. Pourquoi il y a cette situation? Pourquoi maintenant? On regarde un peu tout ce qui est miroir et signification, c'est-à-dire en quoi est-ce que ça résonne dans votre histoire, dans vos cycles astrologiques, dans votre contexte. Et puis on essaye de sortir en 30 minutes un mini plan d'action, c'est-à-dire que vous repartez avec une première impulsion, un premier geste, un premier rituel, une première décision pour remettre du mouvement dans cette problématique. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette séance éclair, cette séance flash? Eh bien, pour celles et ceux qui veulent continuer, pour aller plus loin, vous pouvez faire un parcours en 3 séances d'1 heure et quart, clarté et passage à l'action. C'est-à-dire que généralement dans la séance 1, eh bien, on explore les racines. Alors quand vous avez déjà fait cette séance flash, on va dans l'approfondissement de l'exploration des racines du problème. Dans la séance 2, souvent, on commence à clarifier l'objectif, à choisir des leviers stratégiques. Et puis la séance 3, vraiment là, on pose les choses, on ancre les premières actions, on est dans la mise en mouvement. Voilà pour la présentation tout cela. Sachez que les 2 personnes qui ont été tirées au sort, eh bien, ce mois-ci, c'est Élodie et Mélanie. Si vous n'êtes pas tirés au sort, eh bien, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour le mois prochain. Les inscriptions sont déjà ouvertes et c'est juste dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà pour la vidéo du mois prochain. Et on va commencer déjà par aller explorer la problématique de Mélanie. Alors bonjour Mélanie et merci de ta confiance. Je tutoie, je le précise, ce n'est pas un manque de respect du tout, donc ne le prenez pas comme tel. Et si ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc Mélanie, tu traverses actuellement une période charnière avec un passé professionnel intense, un burn-out, un changement de rythme, une démission, un contrat à durée limitée qui arrive bientôt à son terme et du coup, eh bien, pour que tout le monde comprenne ta problématique, eh bien, je vais la lire. J'ai fait un burn-out et j'ai été mise à l'arrêt en mars 2024 jusqu'en janvier 2025. Je suis retournée travailler en taux réduit 1 mois et demi en juillet, août et suite à 2 collègues en burn-out également, j'ai été arrêtée à 100% à nouveau mi-août. J'ai démissionné le 31 janvier 2025 et suis depuis fin février en CDD à 80% à un poste dans ma profession, c'est-à-dire éducatrice de l'enfance. Le contrat se termine à la fin de cette année, je ne sais pas du tout quoi faire. Rester dans mon domaine et recommencer des postulations que j'ai déjà faites dans toute ma région, changer de voie, mais les finances ne sont pas vraiment là. Bref, tu es un petit peu perdu et c'est ce que tu nous expliques. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. C'est un moment de doute pour toi, c'est clair. Et là, il y a une invitation à écouter profondément finalement ce qu'il y a en toi, ce qui t'appelle, comment te réaligner. Et l'astrologie nous offre ici eh bien, des clés précieuses pour comprendre ce que ton thème natal met en lumière, notamment ta façon de fonctionner, ton rapport au travail, ton endurance, aux devoirs, aux émotions, et on va voir tout ça dans les détails. Première chose, tu nous parles ici de burn-out, et même si ce n'est pas à proprement parler ta problématique, eh bien, je voudrais revenir un petit peu sur cet épisode-là. Il y a certains marqueurs qui sont assez intéressants dans le burn-out dans un thème natal. Le premier point important dans ton thème, parce que c'est un marqueur significatif de burn-out, c'est Pluton en maison 1 et en Scorpion. Donc un Pluton fort puisqu'il est ici en domicile de signe.
Et donc, c'est vraiment une signature puissante et les personnes qu'on dit plutoniennes, et donc c'est ton cas, eh bien, vivent les choses vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de comprendre, d'explorer tout ce qui est caché, de transformer aussi, et elles peuvent pas faire les choses à moitié. Et c'est un marqueur statistique, en tout cas, de burn-out, parce qu'il y a ce besoin d'intensité qui se combine souvent à une suradaptation silencieuse. Ensuite, tu as un autre indicateur, c'est la présence forte du Capricorne dans ton thème natal. On peut voir ta Neptune, Uranus, la lune noire en Capricorne, mais surtout ta Saturne conjoint à ta lune natale. Et donc, Saturne, c'est la planète du Capricorne. Et Saturne, eh bien, c'est la planète du devoir, de la structure, de la résilience. Mais quand elle domine comme ça dans un thème, comme ici dans ton thème, eh bien, ça peut montrer une certaine faille narcissique inconsciente. Il y a un sentiment finalement de peut-être ne jamais en faire assez. Il y a une certaine tendance à tenir à tout prix, même quand tout crie, tous les signaux d'alerte se mettent au rouge et crient stop, arrête-toi. Eh bien, il y a cette tendance avec cette dominante de Saturne à se dire non, je dois continuer, j'ai des responsabilités. Je peux le faire, voilà. Et donc ce cocktail Pluton-Saturne, eh bien, c'est une force de transformation énorme dans ton thème, mais c'est aussi un signe d'alerte si tu t'accordes pas de pause ou si tu ne te repositionnes pas de façon assez fréquente sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon corps me dit. Donc ça, c'est la première chose, c'est, on va dire, des marqueurs plutôt statistiques, mais voilà, des choses qui peuvent quand même nous dire, voilà, attention, dans ton thème, il y a une vigilance à avoir par rapport à ce burn-out. Deuxième chose, j'ai été voir un petit peu les transits. Alors, au moment de mars 2024, j'ai pas la date du début de ton burn-out et ça serait extrêmement intéressant d'avoir cette date et d'aller explorer finalement quand ce burn-out a commencé. Mais j'ai la date au moins de ton premier arrêt, donc tu dis mars 2024. J'ai été voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, quand on regarde la date du 1er mars 2024, on voit que Pluton transite Saturne et donc ce sont deux planètes de transformation et de responsabilités qui vont ici entrer en résonance. Donc c'est un peu un signal d'effondrement structurel. Il y a un besoin de redéfinir ton rapport à l'autorité, à ton rôle aussi, et puis est-ce que tu portes, à la charge qui t'incombe. Et puis en parallèle, on a Saturne qui transite ta maison 4, hein. C'est celle du foyer, celle de l'équilibre intime, de la sécurité intérieure. Et donc un tel transit, eh bien, ça peut tout à fait soulever des questions profondes comme est-ce que ma vie me ressemble encore? Est-ce que je peux continuer ainsi sans me trahir? Et peut-être que à ce moment-là, alors je ne sais pas quand est-ce qu'était ton burn-out par rapport à ce mars 2024, mais en tout cas, quand tu as été arrêté, eh bien peut-être que c'était ce genre de questions, ce genre de se prendre cette réalité un peu en pleine face de ok, fais le point là tout de suite en mars 2024, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau de ta sécurité intérieure, au niveau de ton foyer, de ton cocon, de ta bulle, de te sentir sécurisé, protégé. Et voilà, et Saturne nous amène ça, nous amène ce bilan, faire le point de cette réalité. Alors parfois c'est violent, parce qu'on se le prend un peu en pleine face. Voilà ce que tu imaginais. Ben oui, mais là, moi, je te dis, voilà la réalité. Et il y a parfois ce décalage-là, cette violence-là de Saturne quand il nous montre la réalité de ce qu'on vit. Donc, tout ça pour dire que ce sont des transits qu'on peut anticiper quand on connaît son terrain astrologique. Et dans ton cas, en fait, ton thème montre une certaine sensibilité au surinvestissement et il va falloir surveiller ces périodes à l'avenir. Je pense que c'est essentiel, sachant que tu as fait donc ce burn-out, eh bien, d'aller voir dans ta carte à quel moment ces transits peuvent réveiller ce surinvestissement et donc ce potentiel risque de burn-out. Maintenant, je te propose, alors ça c'est le point existant sur ce qui s'est passé au moment du burn-out, mais là maintenant on va avancer. Ta problématique c'est plutôt de savoir ce qui se passe maintenant pour toi et on sent qu'il y a certainement une envie parce que si tu te poses ces questions, c'est que tu as certainement envie de changer de voie. Et donc, eh bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi. On va aller voir ton chemin de vie. Ton chemin de vie, il est intimement lié à ton ascendant et donc ton ascendant, il est en Scorpion. Tu as un ascendant Scorpion, donc c'est un chemin de vie intense, émotionnel, intuitif, qui est souvent marqué par des passages de crise, mais surtout des passages de régénération, de transformation. Le Scorpion, c'est vraiment cette idée de c'est intense, souvent c'est par des épreuves, mais il ne faut pas oublier que le Scorpion, il est voué à se transformer, à transmuter les choses. Et c'est vrai que c'est plutôt transformer ce qui est douloureux, transformer ce qui est profond, ce qu'on n'a pas toujours envie de voir, ce qui est caché ou ce que les autres n'ont pas envie de voir. Il y a l'idée d'aller vraiment sortir tout ce qui est caché
et que on veut cacher ou que les autres veulent cacher pour en faire quelque chose de nouveau. Et là où certaines personnes cherchent la paix, eh bien le scorpion, lui, il cherche la vérité intérieure. Donc ton chemin, c'est d'accepter, d'apprivoiser tes émotions profondes, ton intuition, ta capacité à voir au-delà des apparences, à voir au-delà de ce qu'on te permet de voir. Et ce que tu es venu quitter, eh bien, c'est l'énergie du signe précédent, donc l'énergie de la balance. C'est d'ailleurs le signe de ton descendant, ce qui veut dire que tu as tendance à t'entourer de personnes qui vont avoir cette énergie de la balance, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont éviter le conflit, qui vont pouvoir se fondre dans le regard de l'autre, des personnes qui ont besoin du regard de l'autre, qui vont parfois trouver leur valeur dans le regard de l'autre, et qui vont être beaucoup dans cet esprit de coopération, de médiation, qui parfois peuvent avoir des difficultés aussi à prendre des décisions parce qu'il y a justement cette énergie de la médiation, de, de de pouvoir concilier, en fait, concilier toutes les parties d'un problème. Et donc, c'est cette énergie-là que tu dois quitter. Donc, globalement, c'est incarner ton authenticité, même si ça peut déplaire, de choisir la vérité plutôt que l'harmonie de façade, parce que dans la balance, il y a aussi ce côté-là un petit peu artistique et de façade, plaire absolument à l'autre, et donc plaire absolument à l'autre, c'est parfois eh bien, faire preuve de mondanité et de superficialité. Et là, eh bien, on te demande de quitter ça, on te demande de quitter les compromis, on te demande de quitter le faux semblant pour aller vers la vérité, vers ta vérité et vers ce qui est caché pour pouvoir justement le mettre en lumière. Ça, c'est ton chemin de vie. Déjà, tu peux te dire, ok, est-ce que ça me parle? Est-ce que je le ressens comme ça? Est-ce que j'ai des talents d'investigateur, de chercheur? C'est vraiment le scorpion, on peut le voir comme le détective privé. Il y a un peu cette idée-là derrière l'archétype du scorpion. Est-ce que je me ressens comme ça? Il faut savoir que l'ascendant, souvent, c'est les autres qui vont te percevoir comme ça. Et toi, tu vas pas nécessairement trouver que c'est tes qualités. Néanmoins, c'est quelque chose que tu as intrinsèquement et qui va venir te provoquer. C'est-à-dire que tu vas régulièrement avoir des épreuves de vie, des expériences de vie qui vont te confronter à cette énergie du scorpion. Et à chaque fois, tu vas un peu te le prendre en pleine face jusqu'à temps que tu te dises non mais oui, en fait, en effet, cette énergie du scorpion, elle est en moi, je la sens et c'est vrai que ça me concerne. Quatrième point que je voulais voir avec toi, c'est d'aller faire un petit tour sur tes besoins émotionnels intimes, c'est-à-dire ta lune, aller explorer ta lune, alors de façon très succincte ici, parce qu'on est sur une séance de 30 minutes, donc on va pas avoir trop le temps, mais l'idée c'est d'aller pointer quels sont tes besoins émotionnels et tes besoins intimes. Tu as une lune conjointe Saturne en maison 3. Ta lune, c'est ton besoin intérieur, ton monde intérieur, ce sont tes émotions. Et donc, en maison 3, eh bien, elle montre un besoin de communication, d'échange, mais aussi un besoin d'apprendre, de transmettre. Conjointe à Saturne, eh bien, ça parle aussi d'un contrôle émotionnel fort. Les émotions sont ici plutôt contrôlées, on se tempère, ou on essaie de se tempérer, de se freiner même parfois. Et donc, tu peux ressentir le besoin de tout intellectualiser, de garder la maîtrise, de ne pas montrer ta vulnérabilité, ce qui peut créer un certain isolement émotionnel ou une tendance à prendre en charge aussi les émotions des autres sans oser parler de tes propres émotions. Cette lune, elle est opposée à Jupiter en maison 9, c'est la maison des grandes aspirations, la maison de la foi, la maison du sens, et donc il peut y avoir un certain tiraillement entre ton besoin de sécurité mentale, donc ça c'est ta maison 3 avec ta lune, et un certain appel à croire en quelque chose de beaucoup plus vaste, à croire en quelque chose de grand, à croire en quelque chose qui fait sens pour toi, ce Jupiter en maison 9. Donc c'est un axe parfait. On voit bien que l'axe 3-9, c'est l'axe de l'enseignement et c'est un axe parfait pour enseigner, pour accompagner, pour transmettre des connaissances que tu as toi-même pu tester via ton expérience, ton chemin intérieur. On transmet jamais aussi bien que ce que l'on a vécu. Cinquième point clé que je voulais voir avec toi, c'est d'autres aspects de ton thème, mais qui sont aussi intéressantes. On ne pourra pas rentrer dans les détails, mais tu as Uranus et Neptune en maison 3 en Capricorne. Donc il y a ici quand même une grande intuition, une capacité d'inspiration qui est structurée, potentiellement des dons de guidance aussi, de clairvoyance, de pédagogie alternative. Pourquoi la pédagogie? Parce que le Capricorne, c'est vraiment le grand enseignant. Saturne, il enseigne. C'est le grand sage qui a expérimenté et qui a envie de transmettre aux autres. Et donc,
Uranus, c'est la liberté, la nouveauté, les choses hors du commun, l'originalité. Neptune, c'est l'intuition. En maison 3, c'est l'enseignement. Et ici, tu as ce signe du Capricorne qui est je vais transmettre ce que j'ai vécu avec rigueur, avec opiniâtreté, mais en étant peut-être différente et surtout en étant dans une interprétation intuitive des choses, canaliser, ressentir, voilà, avec donc une pédagogie alternative. Et puis, tu as un soleil en taureau en maison 7. Donc soleil en taureau, et puis maison 7, ça colore comme un deuxième signe solaire astrologique qui serait la balance, justement. Donc il y a un besoin quand même de stabilité, d'engagement durable sur du long terme, d'harmonie avec les autres, mais aussi il y a un sens esthétique, un goût pour l'artisanat, pour le beau, pour peut-être un aspect un peu créatif. La beauté, la lenteur aussi, prendre le temps de faire les choses, le travail concret et fiable. Donc tu vois, il y a vraiment plusieurs éléments dans ta carte qui nous amènent à dire que tu es consciencieuse, tu as de l'opiniâtreté, tu as un grand sens des responsabilités, tu aimes les choses quand elles sont construites, tu as peut-être quelques difficultés à t'adapter au changement parce qu'il y a quand même le taureau qui est un signe fixe et puis le Capricorne dont on a parlé, et le Capricorne, il voit sur la durée, donc parfois, changer de plan entre deux, ça peut être compliqué, ça peut être vécu comme un échec. Donc ce terrain-là, c'est le terrain dont je te parlais par rapport au burn-out. Et c'est là où il faudra vraiment avoir des stratégies, voire des neurostratégies pour vraiment apaiser tout ça. Une première neurostratégie que je peux te donner, je ne sais pas si au quotidien tu apprends beaucoup de choses, si tu lis beaucoup de choses, mais prends l'habitude, quand tu es dans des enseignements, quand tu es dans l'apprentissage, ou quand tu sens que tu satures, que tu es fatigué, première chose, ça va être de bailler régulièrement. Quand on est, par exemple, là, tu es en train de m'écouter, eh bien, tu vas m'écouter pendant 30 minutes et je t'invite au moins à bailler une fois dans ces 30 minutes. C'est ton cerveau qui va permettre de faire le tri avec toutes les infos que tu as captées, toutes les infos que tu as eues. Il va réorganiser tout ça rien que par le bâillement. Alors au départ, on se force un peu, comme si on faisait des faux bâillements. Et au bout d'un moment, tu vas avoir un vrai bâillement qui va venir. N'hésite pas, si tu veux en faire 2, 3 d'affilée, t'en fais 3 d'affilée. C'est une neurostratégie qui va vraiment apaiser ton système nerveux et je t'invite à la pratiquer tous les jours pour vraiment alléger ton système nerveux. Alors, la question, et on va aller vers la conclusion de cette séance. Alors, est-ce qu'il faut que tu ailles vers une reconversion? La grande question que tu te poses, c'est est-ce que tu dois rester dans ton domaine éducatrice de l'enfance ou est-ce que tu dois changer de voie? Ta Mars en Cancer en maison 9, si je devais synthétiser, c'est l'action au service du sens. Mars, ça représente ton mode d'action. C'est ce qui te permet de te lever le matin. C'est qu'est-ce qui fait que je me bouge de mon lit, que j'ai envie de m'actionner, que j'ai envie de me lever le matin, que j'ai envie de bouger. Ton énergie d'engagement, elle est placée ici en Cancer, donc il y a ce Mars qui agit avec émotion, avec instinct et protection. C'est le monde de l'enfance, le Cancer. Ce positionnement, il est souvent lié à un désir de prendre soin, de nourrir, alors que ce soit symboliquement ou même nourrir physiquement l'autre, notamment les plus vulnérables. Il y a un esprit derrière de protection, de former un clan. Mais ce Mars, il n'est pas situé n'importe où. Il est en maison 9, c'est ce que je te disais, la maison du sens, de la quête intérieure, de la foi, des valeurs. Et ça t'invite à te poser une question fondamentale, parce que je ne sais pas, donc tu es éducatrice de l'enfance, mais je ne sais pas dans quel milieu, est-ce que c'est avec des enfants placés, est-ce que c'est avec des enfants violentés, abusés, enfin voilà, je ne sais pas le domaine précis de ton job. Mais du coup, ça pose quand même une question, j'ai envie de te dire, et c'est cette démarche-là que tu peux déjà mettre en place d'ores et déjà, est-ce que je fais un travail qui fait sens pour moi? Est-ce que l'accompagnement que je fais auprès des enfants, parce que je te dirais que tu es plutôt dans le bon domaine, un Mars culminant pas loin du milieu de ciel en maison 9, j'ai envie de te dire que oui, ça parle d'enfance, en effet, en tout cas ça parle de protection, d'émotion. Donc je pense qu'il y a quand même un travail émotionnel à faire, sachant que, rappelle-toi, je t'ai parlé du chemin de vie qui est en Scorpion, donc il y a l'idée d'aller sortir des émotions enfouies pour, hop, qu'elles se ressortent et qu'on puisse les transmuter. Donc, moi, si je devais te dire, est-ce que ce que tu fais là fait sens pour toi? Est-ce que c'est presque une vocation? Tu vois? Quelque chose de philosophique pour toi? Est-ce que mon rôle dans la petite enfance répond encore à ma mission intérieure? À la mission que je me suis, moi, déterminée? 2 questions qui peuvent t'aider déjà. Parce que cette position, elle montre que l'action ne peut plus être purement fonctionnelle ou alimentaire. Elle doit être alignée avec un idéal.
à ta foi intérieure, à une intuition beaucoup plus vaste. Ton métier, il peut pas être déconnecté de ton chemin spirituel, il peut pas être déconnecté de ton chemin philosophique. Clairement, c'est ça que nous dit ce placement. Si tu sens que tu transmets aux enfants, si tu sens que ce que tu transmets aux enfants nourrit leur monde intérieur, alors tu es dans le bon axe, j'ai envie de te dire. Si tu as l'impression de t'éloigner de cette dimension, eh bien ce Mars, il t'appelle à réinventer ta manière de contribuer. Par d'autres formes éducatives, on a vu que tu es vraiment dans l'axe 3-9, l'axe de l'enseignement. Ça peut être la transmission de valeurs, un nouveau domaine aussi, hein, pourquoi pas, qui touche aux soins, à la guidance, à la pédagogie alternative. Il y a quelque chose de ce domaine-là à aller voir. Ton thème, il montre aussi une forte sensibilité, une grande profondeur émotionnelle. Il y a un besoin de contribuer au monde, mais pas à n'importe quel prix. Donc tu pourrais tout à fait explorer des voies telles que l'accompagnement émotionnel ou thérapeutique, ça peut être l'art-thérapie, la guidance, la sophro, l'accompagnement parental, etc. Vraiment basé sur le monde émotionnel, hein. L'enseignement ou la transmission alternative dans un cadre souple ou alors même en microstructure. Ça peut être une activité indépendante où tu pourrais gérer ton temps, ton cadre, ton énergie. Ça peut être faire des ateliers d'écriture, de formation, plein d'autres choses. Et tu peux aussi rester dans l'éducation de l'enfance, mais en modulant ton cadre. Ça peut être des structures plus petites, si tu es dans une grande structure, ça peut être un rôle de référente, un rôle de formatrice au sein de l'unité où tu es actuellement, ça peut être un temps partiel mais plus durable. Voilà, tout ça, c'est tout à fait possible et j'ai pas tous les éléments pour te guider plus en détail, mais tu as déjà des pistes d'action dans ce que je t'amène là. Les prochaines étapes possibles, faut savoir que tu vas arriver dans ton cycle de Jupiter. C'est un cycle de croissance. Le cycle de Jupiter, c'est un cycle d'ouverture, mais aussi de reconnaissance. C'est un cycle qui dure 12 ans. Il faut savoir que Jupiter, en fait, cette planète met à peu près 12 ans pour revenir à sa position originelle, c'est-à-dire faire le tour du zodiaque, on appelle ça, passer par les 12 signes du zodiaque. Et son passage sur une planète natale, eh bien, ça va marquer une période d'expansion, d'opportunité, de développement, surtout sur le plan social, professionnel ou spirituel, selon la maison et le signe concerné. Et ce qu'on peut voir, c'est que tu es bientôt dans ton retour de Jupiter, c'est-à-dire à peu près vers le mois d'octobre là, de cette année jusqu'à mi-novembre, tu vas avoir un passage de Jupiter à ton Jupiter natal. Et donc, c'est un alignement très puissant qui va mêler une expansion au niveau de l'ambition, de la vision, de la foi en soi, une reconnaissance sociale, une affirmation de tes talents, un accès à des personnes affluentes ou des rôles de leadership. On est ici dans le signe du lion quand même, donc il y a de la créativité, du rayonnement personnel, du charisme. Il y a peut-être aussi un besoin d'être reconnu pour qui tu es vraiment. Le désir de transmettre, de guider, d'inspirer, parce que le lion, c'est ce leader qu'on a envie de suivre en fait, parce qu'il est tellement inspirant qu'on a envie de suivre ses pas, et donc il est leader, non pas parce qu'il veut être leader, même s'il peut vouloir être leader, mais il est leader parce que vraiment on a envie de suivre ses pas. Et toi, c'est dans le signe du lion, donc il y a cette idée-là derrière de leadership. Et puis, il faut voir que ça va arriver, ton Jupiter va arriver au milieu de ciel, et donc ça nous parle ici de carrière, ça nous parle de vocation, de visibilité publique, d'être vu au niveau sociétal, social, et donc c'est aussi ce qu'on montre au monde, c'est un peu notre sommet, quoi. Donc ça signifie que tu vas rentrer dans une fenêtre d'expansion professionnelle majeure, en gros entre 2025 et 2026, selon l'orbe, aussi les rétrogradations, parce que Jupiter va rétrograder. Mais globalement, voilà à peu près la période, hein, ça va revenir en 2025 et 2026. Et donc, les questions que ça va venir te faire travailler en ligne de fond, c'est est-ce que je me montre au monde, est-ce que je montre mon vrai potentiel? Suis-je prête à être vue, reconnue, valorisée pour ma singularité? Quel projet mérite maintenant d'être mis en lumière dans ma vie? Comment incarner ma vocation avec confiance? Ça peut aussi t'amener une promotion, une opportunité visible ou une opportunité publique. Ça peut être le début d'une activité indépendante plus alignée pour toi, avec toutes les valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être une reconnaissance sociale ou symbolique, que ce soit au niveau du prix, du salaire, de la visibilité, de la validation, que sais-je encore. Ça peut être un désir fort de transmettre, d'inspirer, notamment si tu travailles dans un domaine lié à l'humain ou à la création artistique, puisque je ne sais pas exactement ce que tu fais dans ton métier. Donc, quelques petits conseils là aussi, quelques pistes pour traverser ce passage qui va s'amorcer. Là, tu vas avoir à peu près un mois au mois d'octobre, mais il va vraiment s'amorcer plus en début 2026.
Déjà, dire oui aux opportunités qui te demandent de te montrer, même si, tu es plutôt intimidé par la chose, eh bien, vraiment, ce transit t'invite plutôt à y aller. Clarifier tes objectifs professionnels, parce que Jupiter, je t'en ai parlé, il amplifie ce que, tu vas choisir consciemment. Donc j'ai envie de te dire, il va falloir te poser et aller investiguer ce côté: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire professionnellement? Quelles sont mes forces?» On n'a pas pu tout voir là, bien évidemment, mais on peut aller plus loin si tu ressens le besoin pour aller voir tes forces au niveau, intrinsèque de ta carte natale. Oser prendre une place, hein, Jupiter sur le milieu de ciel en Lion, eh ben, ça pousse clairement à prendre confiance en toi et puis, prendre confiance en ta légitimité. Te former ou structurer un projet à long terme, notamment pourquoi pas structurer un projet sur, le prochain cycle de Jupiter. Tu es en plein dedans, donc tu peux te dire: «OK, je 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 lance quelque chose, mais je lance ce projet sur un cycle de 12 ans». Et moi, ce que je te recommande, eh bien, c'est de poser un bilan clair de ton rapport au travail. C'est-à-dire ce que tu ne veux plus, ce que tu veux préserver, ce que tu aimes. Tu peux aussi peut-être lister les compétences que tu penses percevoir de toi-même, les compétences que les autres te disent, que tu as. T'autoriser à explorer d'autres formes de métiers connexes à ton cœur de mission. Et là, je te mets quelques mots-clés: transmettre, guider, sécuriser. C'est de ça dont on parle ici. Surveiller les prochains transits à Pluton, Saturne, à ta Lune pour anticiper les périodes charnières. Pluton qui est actuellement rétrograde, il faut savoir qu'il va repasser sur ton Saturne. Saturne conjoint Neptune qui transite ta maison 5 et qui te demande de faire un peu le point sur tes idéaux en matière de création, ou même d'ailleurs si tu as peut-être des enfants ou si tu as envie d'avoir des enfants, eh bien ça te demande ça, d'investiguer, de quels sont mes idéaux en matière, peut-être de fécondité, quels sont mes idéaux par rapport à mes enfants, quels sont mes idéaux sur ce que j'avais envie de créer et que peut-être je ne suis pas arrivée à créer. Voilà, il y a ce transit-là, hein, qui va quand même te bousculer. Et si tu le souhaites, eh bien, on peut tout à fait approfondir dans un accompagnement personnalisé avec vraiment une stratégie, d'orientation alignée à ton thème, à ton corps aussi. Le burn-out, faut pas oublier, il y a vraiment aussi une approche métabolique, physiologique. Alors là, je vais pas te donner, forcément de conseils de plantes ici parce que, je sais pas où tu en es, de ton burn-out et puis c'est un sujet. Il y a plein de choses qui voilà, pour, aider le terrain, il y a des choses vraiment très intéressantes en plantes, mais qui nécessitent en parallèle d'investiguer le pourquoi du burn-out et du coup, prendre juste la plante, ça peut avoir un peu l'effet inverse. Donc je vais pas faire du conseil de plante à l'aveugle, néanmoins sache que c'est tout à fait possible et qu'il y a des plantes qui peuvent venir soutenir, mais surtout, au-delà des plantes, c'est qu'il y a certainement tout un rééquilibrage à faire du métabolisme, du rythme circadien. De re-rentrer en connexion avec la lumière naturelle pour venir rééquilibrer ton métabolisme et je pense que c'est vraiment une priorité, surtout quand on a fait un burn-out et surtout quand on est post-burn-out puisqu'a priori tu en es sorti, eh bien je trouverais ça très intéressant d'aller rééquilibrer ton métabolisme, au niveau profond et c'est d'ailleurs, ce métabolisme, on ne suspecte pas, mais c'est d'ailleurs, lui, système métabolique, hormones, qui va venir aussi nourrir les peurs, nourrir les angoisses, nourrir les doutes, mais aussi nourrir le bonheur. Et on a tous le droit au bonheur. Donc on a tous le droit de prendre soin de notre métabolisme. Donc on peut tout à fait investiguer tout ça, avoir une stratégie d'orientation, pour prendre soin de ton énergie et puis ne pas oublier que le saturnien, eh bien, c'est un peu un insatisfait chronique et tu as une lune Saturne. Ce saturnien, eh bien, il a besoin de progresser, mais il a aussi du mal à lâcher sa sécurité, intérieure et du coup, le fait de te mettre en action, même si là, clairement, tu vas avoir des transits qui vont te pousser à, en effet, je pense, transformer, ta carrière professionnelle. Cette lune Saturne peut te freiner, peut te dire: «Hop, hop, 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 est-ce que tu as bien tout prévu? Parce que si tu te trouves en insécurité, ça va pas le faire» et en plus en post-burnout, voilà. Donc aie bien ça en tête que cette lune Saturne peut te freiner, et il faut certainement aller l'apprivoiser. Donc en conclusion, eh bien, ce que tu vis, Mélanie, c'est pas une fin, c'est une mue, je dirais. Et puis une mue, alors je pense, qui a été dans la douleur, hein, quand on fait un burn-out, c'est extrêmement douloureux. Et puis on a ce sentiment, c'est très douloureux et en même temps très perturbant et en même temps on contrôle plus rien. C'est un peu
un lâcher-prise parce que le corps, finalement, nous dit stop et avec ce Capricorne, ce Saturne très développé, je pense que cette perte de contrôle a pu, vraiment être vécue difficilement et donc c'est pour ça que je parle vraiment, c'est une mue et comme tu es plutonienne, cette mue te parlera très certainement. Donc tu es en train de sortir d'un cycle d'adaptation pour entrer dans un cycle d'authenticité. Ton thème, bah, il te le murmure très certainement depuis longtemps et je pense qu'il voilà, qu'il pourrait tant d'oser être toi dans ta vérité, avec des rythmes, métaboliques qui te respectent. Merci en tout cas pour ta confiance et je suis à ta disposition si tu as besoin. On va enchaîner maintenant avec Élodie. Élodie, qui nous a, ouvert, son cœur, j'ai envie de dire, parce que vraiment, Élodie a l'air très à l'écoute de ce qu'elle ressent et donc elle nous a partagé ce qu'elle vivait actuellement. Je vais vous le lire. Je sens qu'en ce moment, je suis challengée sur les relations aux autres, sur ma manière de me relationner aux autres, avec pas mal de distance, peu d'ouverture et même de la froideur. Je parle des relations avec des inconnus, des clients, des gens que je croise dans la rue et pas mes amis ou mes proches. Comme si je me sentais agressée, intrusion dans ma bulle de douceur et parfois ça me coûte de juste me balader dans les rues. Alors, eh bien, on va voir tout ça ensemble. Élodie, déjà, merci vraiment pour ce partage si lucide et sensible. Ce que tu traverses actuellement autour de ta relation aux autres, eh bien, cette sensation d'être envahi, de devoir poser de la distance, de sentir une forme de froideur, bah, c'est non seulement légitime, mais aussi clairement reflété dans ton ciel du moment. Donc, on va voir quelques pistes de compréhension et d'ajustement pour t'accompagner dans ce passage. Première chose, on va partir déjà sur ta carte natale. On peut voir un élément, deux éléments importants. C'est Uranus-Saturne en maison 1 opposé à ton Soleil, Mercure-Vénus en maison 7. Tu as en toi une tension structurelle entre un besoin d'une maîtrise, d'être maîtresse quelque part de ton territoire personnel, de garder ton indépendance, ta structure intérieure. C'est ce que nous dit Saturne en maison 1. Et puis une énergie relationnelle plutôt vive, plutôt curieuse, plutôt mobile avec cette amas en maison 7, en Gémeaux. Et cette configuration, bien, elle parle clairement d'une ambivalence relationnelle, c'est-à-dire que tu veux connecter, hein, mais tu as aussi besoin de beaucoup d'espace intérieur. Et donc en période de stress ou de surcharge, eh bien, tu peux vivre la rencontre avec les autres comme une intrusion dans ta bulle. Et en ce moment, eh bien, ce conflit, il est latent et il est réactivé parce qu'il y a le transit de Saturne conjoint Neptune sur ton fond du ciel, hein, sur ta maison 4, avec de multiples carrés. Et donc, carré d'un côté, justement, avec ce pôle en maison 1, et puis carré, bien évidemment, avec ce pôle en maison 7. Et donc, ça réactive ce transit-là, finalement, qui ne transite pas directement ta maison 1 ou ta maison 7. Donc, c'est vrai que visuellement, tu peux passer à côté, mais en fait, il transite ta maison 4 et du coup, ça forme des carrés. Et donc, forcément, ça réactive cette opposition maison 1, maison 7. Donc, c'est un point très sensible de ton thème. Hein. Ça représente tes racines émotionnelles, ton besoin de sécurité intérieure, ton espace privé. Et ce transit, il peut générer un sentiment de flottement intérieur, de difficulté à te sentir chez toi, en toi-même. Réévaluer aussi ton ancrage émotionnel, ton rapport à la douceur, à la sécurité. Et puis, ce transit aussi, il vient un petit peu générer une mélancolie, une solitude temporaire qui est accompagnée d'un besoin de recentrage profond. Donc le fait que ce duo en transit forme des carrés à tes planètes personnelles, hein, Uranus, Saturne en 1 et puis Soleil, Mercure, Vénus en 7, eh bien ça crée une tension. Ça crée une tension. Et comment... La première question que tu pourrais te poser, c'est comment me sentir en paix dans ma bulle tout en gardant un lien au monde extérieur. Et c'est tout à fait ce que tu nous as exposé, avec ce besoin d'être dans ta bulle, te sentir agressé. Eh bien, il faut te poser, pour vraiment te poser cette question en fait. Comment je peux me sentir en paix dans ma bulle tout en gardant un lien au monde extérieur? Alors, il est possible que ce soit une période où tu vas redéfinir ton intériorité, ton espace refuge, justement, ce qui te recharge vraiment. Tu peux apprendre aussi à poser des frontières saines, non pas pour rejeter l'autre, mais pour retrouver ta propre vibration intérieure. Et donc te dire, ok, dans mon quotidien, qu'est-ce qui me permet de me recharger? Qu'est-ce qui me permet de me sentir protégée, etc., etc.
Et puis ce Saturne conjoint Neptune sur ton fond du ciel, eh bien, il est opposé à ta lune natale en Vierge en maison 9. Et donc Saturne sur le fond du ciel, il vient un peu solidifier, restructurer ton socle intime, tes racines, ta famille, ton cadre de vie, ta sécurité intérieure. Neptune, il vient dissoudre les anciennes structures devenues obsolètes. Il inspire une quête de douceur, de sens, de paix, mais peut aussi générer du flou, de la fuite ou de la fatigue émotionnelle. Et résultat, eh bien, c'est une phase où tu vas pouvoir ressentir un besoin intense de recentrage, de repli, de silence, mais avec des émotions ambivalentes entre quelque part le lâcher-prise et le contrôle. Et donc, cette opposition à ta lune natale en Vierge en maison 9, la lune en Vierge, elle est extrêmement analytique, elle est structurante, elle est soucieuse du détail, et en maison 9, elle cherche plutôt une vérité à laquelle se fier, un cadre de pensée cohérent. Et cette opposition, eh bien, va pouvoir générer des tensions entre émotionnel, rationnel, une perte temporaire de repères intérieurs, une remise en question de tes croyances, de tes idéaux ou même de tes repères moraux, et puis un besoin de tout comprendre au moment même où rien ne semble clair. N'oublions pas quand même que Saturne est conjoint Neptune, donc il y a aussi du flou en transit. Donc c'est pas le moment d'avoir toutes les réponses en fait. C'est plutôt le moment de laisser tomber certaines certitudes et de construire un nouveau rapport à la foi, un nouveau rapport à l'ancrage, un nouveau rapport à la sécurité intérieure. Et donc quelques pistes de passage ici, eh bien, tu peux essayer de revenir à l'essentiel dans ton quotidien. Des routines simples, des rituels de recentrage par exemple. Tu peux essayer de ne pas forcer les grandes décisions professionnelles ou spirituelles, laisser vraiment les choses mûrir lentement pendant ce transit, en surveillant ce transit de Saturne conjoint Neptune au niveau de ton fond du ciel avec cette opposition à ta lune natale. Écoutez la fatigue, écoutez le besoin de ralentir, de créer ce refuge émotionnel. Tu peux essayer d'écrire, de parler pour clarifier aussi tes ressentis. Ça peut être aussi un soutien thérapeutique, du coaching qui peut être structurant, vois vraiment ce qui t'appelle. Et puis, essayer d'honorer le paradoxe, c'est-à-dire accepter ce qui est flou dans ta vie aujourd'hui. Et puis, prépare l'enracinement, un enracinement plus profond pour construire le demain. Comme je dis, les transits ne durent pas. Donc vraiment, là, c'est dans l'idée, c'est de te dire, OK, comment je peux construire cet enracinement et du coup, être pleinement dans ce paradoxe que je ressens aujourd'hui, qui est peut-être pas des plus agréables, et bien honorer ce paradoxe-là. Troisième élément, Pluton va entre et déjà entré dans ta maison 2. Et donc, Pluton dans ta maison 2 va t'inviter à redéfinir ta valeur. Et donc, il est au tout début de ta maison 2. Et donc, il va aller te questionner sur ta valeur, ta sécurité, tes possessions. Donc, il t'invite à aller au cœur de ce qui te donne un sentiment de solidité intérieure. Et donc, tu pourrais ressentir un besoin profond de t'ancrer dans ce qui a vraiment du sens pour toi, de revoir ta façon de gagner ta vie ou de t'estimer, si on est sur la valeur personnelle, la valeur que je me donne, et on parle bien de ta valeur et non pas la valeur que les autres te donnent, et puis explorer ce qui te donne de la puissance personnelle sans dépendre des autres. C'est comment je peux trouver ma valeur par le travail que je fournis moi-même. Comment je peux générer de la valeur financière en lien avec mes propres dons, mes propres talents. C'est ça, la maison 2. Et donc cette introspection, elle peut te donner une assise plus forte, plus stable pour t'ouvrir aux autres ensuite sans te diluer. C'est-à-dire que une fois que je sais vraiment ce qui a du sens pour moi, une fois que j'ai redéfini comment gagner ma vie, si telle est la question, une fois que j'ai redéfini l'estime de moi-même, une fois que j'ai redéfini ma puissance personnelle sans avoir à dépendre des autres, eh bien tout ça fait que ça améliore considérablement mon rapport aux autres. Quatrième chose, Uranus va transiter proche de ton descendant. Alors on n'est pas encore vraiment dans la zone d'influence, on est un petit peu loin encore, je crois qu'on est à 6 degrés, donc on est encore un petit peu loin, mais néanmoins, potentiellement, on va bientôt rentrer dans cette zone d'influence. Et donc ça va annoncer des changements importants, et donc tu peux déjà te projeter un petit peu là-dedans, ça va annoncer des changements importants dans ta manière de te relier aux autres. Ce transit, il peut provoquer des prises de distance soudaines, des ruptures de connexion momentanées avec certains types de liens, ou à l'inverse, des rencontres inattendues qui viennent vraiment secouer tes repères. Mais le but de cet Uranus qui transite, il est clair, il va t'inviter finalement à des relations plus libres, plus alignées avec ce que tu es maintenant. Uranus libère, mais il peut d'abord créer du chaos relationnel pour t'inviter à redéfinir ce que tu veux.
Alors, quelques pistes concrètes pour traverser ce cap. Accueille la phase de retrait comme un peu une respiration intérieure. Ce n'est pas froid, c'est protecteur. Tu te régules en étant comme ça. Donc, tu n'es pas froide avec les autres, c'est plutôt que tu es dans une étape de régulation. Deuxième chose, prends le temps d'écrire. Qu'est-ce qui me dérange exactement dans le contact avec les inconnus? Et de quoi est-ce que j'aurais besoin pour me sentir plus en sécurité? Il faut que tu arrives à te sécuriser. Troisième chose, explore des rituels de recentrage avant de sortir. Ça peut être respiration, visualisation d'un cocon de protection, des mantras intérieurs. Tu peux créer des moments d'échange choisis. Donc, tu choisis les lieux, tu choisis les personnes avec qui tu peux t'exprimer librement, sans masque, en confiance. Et c'est avec ces personnes-là que tu vas aller chercher le lien, bien évidemment. Et puis enfin, dernière chose, rappelle-toi, les transits passent. Ce que tu vis, c'est un appel à te restructurer, pas un état permanent. Alors mi-septembre déjà, tu devrais ressentir un peu moins Saturne au fond du ciel. Par contre, début février 2026, eh bien, il se fera de nouveau sentir et donc il va réactiver, donc à partir de février 2026, il va réactiver cette opposition et donc certainement que tu vas ressentir la même chose jusqu'au moins au 10 mars environ. Et donc du coup, je t'invite à vraiment aller questionner, à te poser toutes ces questions, à faire ces rituels d'ancrage, à aller te questionner sur qu'est-ce qui te sécurise, comment tu peux créer ton propre cocon, ton propre espace et comment tu peux continuer à te relier aux autres parce que ça va revenir dans quelques temps, quelques semaines. Et dernier point qu'on peut voir au niveau de l'astrologie, c'est comprendre aussi ta manière de communiquer parce que ça peut t'apporter aussi beaucoup dans cette phase justement de transit qui réveille des placements majeurs dans ton thème, mais aussi c'est comprendre comment fonctionne ta façon de communiquer. Et donc pour ça, on va aller voir Mercure, Mercure qui est au centre des tensions. Ton Mercure natal, situé en Gémeaux, eh bien, il est chez lui, il est en domicile et ça te donne vraiment un esprit vif, curieux, adaptable, à l'aise avec le langage et les nuances. Tu sais poser des mots, jongler avec les idées, écouter, reformuler. La parole est pour toi une façon de créer du lien et d'explorer le monde, mais ce Mercure, eh bien, il n'est pas seul du tout, il est plutôt au centre d'un réseau d'aspects intenses qui vont montrer à quel point ta communication est une zone de sensibilité, de pression, mais aussi de transformation quand même. Alors déjà, Mercure est conjoint à Vénus, conjoint au Soleil, maison 7, et donc ta parole, elle est teintée de douceur, de charme, tu sais séduire, tu sais rassurer aussi par les mots, tu recherches une forme d'harmonie dans les échanges, mais comme tout se passe en maison 7, c'est-à-dire la relation à l'autre, tu peux être extrêmement sensible au regard des autres, à la réaction des autres, et ça peut créer une forme d'adaptation constante, voire même d'effacement pour pouvoir plaire, ou voire même ne pas déranger l'autre. Ensuite, Mercure est carré à la Lune. On rappelle, Lune en Vierge, maison 9, donc il y a un certain conflit émotionnel, mental. Tu ressens intensément, mais tu intellectualises aussi beaucoup pour garder le contrôle. Et donc ça peut se traduire par un blocage émotionnel dans la parole ou des projections mentales sur ce que les autres pensent ou ce que les autres attendent de toi. Une tendance à trop vouloir bien dire ou à ne pas dire du tout si tu n'es pas sûr, par exemple. Ensuite, Mercure est carré Mars. Et oui, on a dit, Mercure vraiment a beaucoup de relations avec les autres planètes de ton thème. Donc Mercure carré Mars, Mars qui est en Cancer, maison 9. Et donc ça nous donne parfois une parole brusque, défensive, explosive, voire même tranchante. Surtout si tu te sens agressée, si tu te sens mal comprise, voire même bousculée. Et ça peut générer en fait dans tes relations des rapports de force. Dans tous tes échanges, il peut y avoir aussi un repli si ton émotion monte trop vite. Tu peux en gros alterner entre silence un peu boudeur et puis des francs-parler un peu percutants selon l'intensité émotionnelle. Et puis on a Mercure opposé Saturne-Uranus en maison 1, cette fameuse opposition. Saturne, bien, parole bridée, autocritique, peur de mal faire, tendance à l'autocensure aussi, à parler trop bien ou à parler trop bien en réprimant le fond. Uranus, c'est les éclairs de lucidité, les idées brillantes, mais aussi la nervosité, l'impatience, le besoin de rupture dans la parole. Et donc cette opposition, elle crée une tension. C'est-à-dire, puis-je être vraie sans être rejetée? Dois-je être parfaite pour être entendue? C'est vraiment ça la dynamique, l'arrière-plan qui se cache derrière derrière tous ces aspects de Mercure. Du coup, je te propose quelques pistes de compréhension et surtout quelques pistes d'évolution. Alors cette configuration montre que ta parole, elle est à la fois une force dans ton thème, mais aussi une épreuve.
elle est connectée à ta valeur, ton identité, ton besoin d'amour, ton élan vital, et puis tes émotions. Hein, c'est tout ce qu'on a vu par rapport au soleil, Vénus, l'élan vital, le soleil, les émotions, la lune. Et actuellement, eh bien, avec les transits de Saturne, Neptune et Uranus sur ces axes, ta communication, elle est clairement en pleine mue, en pleine transformation. Donc, quelques petites clés pour passer ce cap. Accepte que ta parole soit vivante, donc elle est imparfaite, mais elle est précieuse et donc elle n'a pas à être toujours maîtrisée. Donc lâche la maîtrise de ta parole, ce qui sort, sort, et bien oui, ce sera parfois imparfait. Et là, ça va te faire travailler ta lune en vierge qui est vraiment dans la perfection, dans l'autocritique et dans le fait d'essayer d'être parfaite. Deuxièmement, pose des rituels d'alignement avant les interactions. Ça peut être je respire avant de rentrer en contact, je me ressente, ça peut être un geste, même un ancrage corporel avec un geste. Et donc ça peut t'aider justement dans ces moments-là où tu te sens un peu agressé par tes clients. Eh bien, avant de rentrer en communication avec le client, de te faire un petit geste. Ça peut être j'appuie sur mon index, je fais ce genre de mouvement. Voilà, trouve ton petit geste à toi. Troisièmement, exprimer d'abord pour toi-même les choses. Ça peut être un journal, ça peut être un audio privé, ça peut être une lettre que tu ne vas pas envoyer, qui va permettre du coup de libérer l'énergie avant d'entrer en relation. Quatrièmement, te rappeler que la distance relationnelle actuelle n'est pas une erreur, c'est une protection pour clarifier ton canal. Et donc voilà, tu en as besoin. Tu es vraiment en train en fait de redéfinir ce que tu dis à qui, pourquoi et comment. Et donc c'est pas une crise, c'est plutôt une initiation à la parole authentique, à la parole alignée et surtout à la parole libre. Et enfin, je te propose de finir sur 3 clés métaphoriques que par exemple tu peux aller méditer. Soit tu médites en les écoutant, tu les visualises, tu peux visualiser les images. Tu peux tout simplement aussi les actionner dans la réalité, c'est-à-dire les mentaliser. C'est des clés métaphoriques, certes, c'est du réel, c'est de l'action, c'est aussi tout un travail méditatif, énergétique. Donc de toute façon, ça fera son chemin. Donc je vais te proposer ces 3 clés. Alors, qu'est-ce qui pourrait permettre à Élodie de passer cette étape, c'est-à-dire de trouver sa sécurité intérieure tout en continuant à se relier aux autres? La première clé, je vais les noter en même temps, c'est une personne qui est dans la paille, qui est couchée dans la paille. Tu sais, un peu comme les chats, souvent les chats dans les fermes, ils vont se mettre dans la paille, c'est un peu leur cocon justement, c'est là où ils vont dormir, ils ont chaud, ils sont tranquilles, ça fait un peu tout, c'est leur maison. Et là, c'est une personne qui est justement couchée dans de la paille et elle caresse un chat. Et elle est avachie comme ça dans la paille. La première clé, c'est la technique à utiliser. Et donc, là, on t'invite clairement à te reposer. On parle de lieu ici, parce qu'il y a vraiment cette idée, la personne, elle est allongée dans la paille. Donc, quelque part, la technique, c'est de trouver ton lieu. Parce que la paille, c'est côté nature. Je suis nature, je suis protégée. Il y a le chat qu'elle caresse. On sait bien, la ronron-thérapie, non, c'est ça qu'on appelle le ronronnement, caresser un animal. Tout ça, ça apaise le système nerveux. Quelque part, là, on te dit, trouve le lieu. Et ça parle de lieu, vraiment. Trouve le lieu qui te permet d'être rassuré et d'apaiser ton système nerveux. Et du coup, c'est un lieu géographique. Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est un lieu dans la nature? Mais en tout cas, c'est un lieu, à l'image du chat qui va aller dormir dans ce lieu-là, on t'invite à y aller souvent. Donc, faut pas que ce soit une plage miraculeuse à 500 km où tu iras une fois par an. C'est vraiment dans ton quotidien, trouve ce lieu ressource. Deuxième clé, donc, pour que ça te permette de te sentir sécurisé tout en étant relié aux autres. La deuxième clé, c'est une personne qui tond la pelouse. C'est une femme qui tond la pelouse et il y a un côté très... elle suit la ligne droite, voilà, c'est une tondeuse à main, hein, c'est pas un tracteur tondeuse. Donc voilà, elle passe sa tondeuse et hop, elle fait le truc vraiment clean, quoi. Donc l'attitude, je pense, c'est d'être constante dans ce que tu fais. Il y a cette idée-là dans tondre la pelouse, c'est... je fais du propre. Quand on tond la pelouse, c'est que
On veut que ce soit propre, on veut que l'herbe soit visuellement, voilà, basse et cetera et donc dans l'idée, c'est je vais, prendre le temps de faire ça, mais tout en étant, en ayant un espèce de plan, tu vois? D'étapes, d'être structuré. Ça y est, je cherchais le mot. Donc on t'invite à être structuré, à remettre de l'ordre de façon structurée. Parce qu'on sait on n'a jamais, alors peut-être que ça se fait, hein, mais on voit rarement quelqu'un qui va tourner dans tous les sens, tu sais, qui va partir à droite, gauche, non, souvent, tu suis un quadrillage, quoi. Donc on t'invite à être structuré dans ce que tu fais et la structure va sûrement, t'apporter, un repère et quelque chose de sécurisant. Et enfin, la dernière clé, hein, c'est l'état d'être. Qu'est-ce qui, peut te permettre justement d'être sécurisé, tout en étant relié aux autres? Et on finit donc l'état d'être. C'est une personne, qui offre, des épis de blé, à quelqu'un et on voit pas la personne, mais elle tend pour offrir à quelqu'un. C'est-à-dire que si tu arrives et donc on est tout à fait dans la thématique, si tu arrives à trouver ton lieu, sécuritaire, sécurisant, où tu te sens vraiment, cocooné, rassuré, si tu arrives ensuite à structurer, ton quotidien, à structurer ce que tu fais, à être méthodique, eh bien, tu seras dans la clé 3 qui est: tu pourras offrir du bonheur aux autres. L'épi de blé, c'est, la récolte, c'est la moisson, donc c'est les richesses, c'est le porte-bonheur un petit peu. C'est signe comment on dit? Signe de récolte d'abondance. Et donc, bah, tu pourras te permettre d'aller offrir l'abondance aux autres, d'aller offrir du bonheur, quelque part un porte-bonheur à l'autre. Et donc c'est si tu arrives à faire ça, à être en lieu sécuritaire et sécurisant et à, structurer ta routine, j'ai envie de dire quotidienne, eh bien tu pourras tout à fait te réouvrir aux autres et leur offrir plein de bonheur. Voilà pour ces 3 clés métaphoriques. Comme je dis, tu peux méditer dessus, soit sur les images, tu peux visualiser les images que tu as derrière moi. Si tu veux avoir les images, tu me contactes et je te les enverrai. Tu peux réécouter les clés et bien évidemment, après, c'est de mettre des actions cohérentes avec les clés. C'est-à-dire, on commence toujours par la première clé. Une fois qu'on a bien maîtrisé la technique, on passe à la clé 2 qui va être de structurer ton quotidien et ensuite l'état d'être découle de tout ça, donc il n'y a pas d'effort à faire pour aller vers l'état d'être. Donc, première clé, tu commences par là, la technique, et bien trouver ton lieu sécuritaire. Et c'est là où, oui, il y a une nécessité de mettre des actions. Les clés vous guident, vous mettez ensuite les actions en place. Si tu le souhaites, on peut bien évidemment approfondir ensemble en séance pour éclairer cette phase, aussi pour poser les bons ajustements, pour aussi potentiellement voir les dates précises de tout ce qui va te challenger en 2026 et du coup trouver un espèce de plan d'action ensemble pour que tu puisses te sentir relié aux autres et que tu traverses ces transits-là du mieux possible. En tout cas, vraiment, je te remercie. Si vous aussi, vous voulez recevoir votre séance flash de coaching astro-stratégique, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire dans le commentaire juste en dessous, vous inscrire pour la session du mois prochain. Je rappelle que c'est tous les premiers vendredis du mois sur ma chaîne YouTube. Vous vous inscrivez, vous n'avez pas besoin d'être présente. C'est une séance qui se fait en dehors de votre présence. Le tirage au sort est le mardi qui précède le premier vendredi du mois. Donc, vous avez jusqu'au mardi qui précède le premier vendredi du mois pour vous inscrire et peut-être que vous aussi, vous serez tiré au sort. Alors hop, allez-y, c'est parti!